j'ai posé au calme un petit ASMR des ronrons de mon chat, et comme ça je te détends un peu l'anus afin de commencer cette vidéo dans les meilleures conditions possibles. Bah ouais? Tu croyais quoi? Un mec qui passe son temps à lire des livres dans la plus profonde des solitudes? Bien sûr que j'ai un chat. De toute façon, mon avenir il est tout tracé, hein. La dame au chat dans les Simpsons, c'est mon destin. On la surnomme la dame au chat. Beaucoup de gens la croient folle uniquement parce qu'elle a quelques douzaines de chats. Mais quelqu'un qui aime à ce point les animaux peut-il vraiment être fou? Bref, aujourd'hui on se retrouve pour 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Et laisse-moi te dire que si tu aimes la saucisse, le sexe, les concerts sanguins, l'aventure et la vie en général, alors tu es au bon endroit. Je fais juste un petit aparté pour vous dire que cette vidéo ne contient pas réellement de citations, d'exemples, tirés du livre, parce que ma prise de notes pour celui-ci a été un vrai freestyle. Des fois on est conscient, des fois on est inconscient. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. Et m'a fait totalement revoir ma manière de faire pour la suite. J'en ai terminé avec les post-it qui donnent une allure de sapin de Noël à mes livres, et avec lesquels je n'arrive absolument pas à me retrouver. Pour les prochaines vidéos, je vais directement prendre mes notes au moment même de la lecture du livre, parce que sinon, je m'y perds beaucoup trop avec tous ces post-it à la con. Prépare-toi un petit thé, de quoi manger, et on est parti mon jeune gueux fougueux. Mais de quoi ça parle, moyen? 100 ans de solitude est donc un livre paru en 1967 et écrit par l'auteur colombien Gabriel García Márquez. En 1982, il recevra un prix Nobel de littérature pour cette œuvre, et cet ouvrage sera considéré comme l'un des plus grands romans du XXe siècle. Il était donc tout à fait inenvisageable que ce livre ne croise pas ma route un jour ou l'autre. Il est vu comme l'un des dignes représentants du réalisme magique, et je me doute que tu ne sais pas ce que c'est, n'est-ce pas mon petit gourgandin? À vrai dire, moi non plus avant cet ouvrage. Si l'on en croit la définition qu'en donne Wikipédia, le réalisme magique est un terme qui désigne les éléments perçus et décrétés comme magiques, surnaturels ou irrationnels, surgissant dans un environnement défini comme réaliste, c'est-à-dire dans un cadre historique, géographique, ethnique, social ou culturel avéré. Après la lecture de 100 ans de solitude, je dirais que le réalisme magique recherche à rendre floue la séparation entre univers magique et univers réel, en distillant, avec parcimonie, des éléments magiques dans un univers qui semble tout ce qu'il y a de plus réel de prime abord. Si par exemple, dans Harry Potter, on sait directement que l'on est dans un monde de fiction, désolé les Potterheads, vous n'irez jamais à Poudlard. Ici, la distinction entre monde réel et fictionnel est beaucoup moins claire. Bref, c'est bien beau tout ça, mais de quoi donc que ça parle ce livre? On peut noter une chose d'emblée, c'est que le résumé de la 4e de couverture du livre est assez avare en informations. Je cite, « À Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud, l'illustre famille Buendia est condamnée à 100 ans de solitude par la prophétie du gitan Melquiades. Dans un tourbillon de révolutions, de guerres civiles, de fléaux et de destruction, elle vit une épopée mythique, à la saveur inoubliable, qui traverse les 3 âges de la vie. Naissance, vie et décadence. » Pourtant, tout est là. Le livre nous raconte en toute simplicité l'histoire d'une famille sur 6 générations. Mais tu t'en doutes, déjà que dans une seule génération, il est possible d'avoir pas mal de bordel au sein d'une famille, alors sur 6, je te laisse imaginer ce que ça peut donner, surtout dans la famille Buendia. Le thème principal de l'œuvre est la solitude, comme l'indique d'emblée le résumé du livre. Tous les personnages de celui-ci connaissent une certaine forme de solitude, qu'elle soit au sens concret du terme, physique, spirituel, ou intellectuelle, la solitude reste la thématique centrale de cette œuvre. Bon, j'ai un peu spoil en début de vidéo, mais la deuxième thématique est... l'inceste. Ouais, dans ce livre, il y a pas mal de personnages qui frôlent avec ou sont carrément incestueux, et j'avoue que ça peut être quelque peu déroutant. Toutefois, à aucun moment l'auteur ne monte ça sous le jour de quelque chose d'enviable, si ça peut en rassurer certains. Je vous conseille néanmoins fortement de vous munir de l'arbre généalogique suivant, trouvable également sur Wikipédia, qui peut s'avérer le bienvenu à certains moments du livre. Ce que j'ai aimé. Résumer 100 ans de solitude aux thématiques de la solitude et de l'inceste serait une grave erreur. Ce roman est riche, extrêmement riche. Les 2 thèmes cités juste avant sont peut-être les principaux, mais bien d'autres sont abordés. Je pense notamment à la mondialisation, l'industrialisation, la politique, la morale, la sexualité, pour ne citer que. Une chose que j'ai particulièrement aimée, c'est que Gabriel García Márquez met énormément en opposition les contraires, et je pense qu'il est tout à fait important de remarquer ça pour comprendre cette œuvre. Comme dans la vie réelle, dans ce roman, on retrouve tout, et surtout son contraire.
À celui ou celle à la sexualité débridée viendra s'opposer la personne chaste. Tant de paix et tant de guerres se succèdent. L'effervescence de la jeunesse se confronte à une vieillesse paisible. La gloutonnerie face à l'ascétisme, une vie précaire et simple en réponse au luxe le plus exubérant. Autre point que j'ai aimé et qui vient s'additionner au fait que l'auteur aborde tout et son contraire, c'est qu'il vient en parler d'une manière extrême. Dans ce livre, si un personnage aime les plaisirs de la chair, tu peux être sûr qu'il va forniquer jusqu'à ce que ça ressemble à un sachet de thé déshydraté, sans manger et boire pendant 8 jours d'affilée. Putain, merde, j'ai soif, hein. Il est pas méchant. À l'inverse, si un festin est organisé, alors les personnages mangeront jusqu'à avoir de la nourriture leur arrivant jusqu'à la glotte. Cette opposition des contraires, tels le noir et le blanc, et l'évocation des diverses thématiques dans leurs extrêmes, font de 100 ans de solitude un roman plein de vie, pour la simple et bonne raison que, comme dans la vie réelle, les moments où l'on se sent le plus vivant se trouvent, bien souvent, dans les extrêmes, à savoir dans la flamme des premiers mois d'amour d'un jeune couple. Mais moi je veux faire l'amour. T'es un malade, Bernard, un malade. Dans l'envie irrépressible de calmer sa soif ou sa faim, lorsque cela fait bien trop de temps que l'on n'a pu assouvir l'un de ces deux besoins. Putain, merde, j'ai soif, hein. Ou dans la perte d'un être proche. Au travers de cette œuvre, Gabriel Garcia Marquez, selon moi, tend à nous montrer que la vie et la mort sont les deux faces d'une même pièce, que chaque chose sur Terre connaît son exact opposé, et qu'il est vain de vouloir abolir telle ou telle chose, puisque celle-ci a justement besoin d'exister pour mettre en relief son antipode. Finalement, ce n'est peut-être pas un hasard si le début du livre parle d'alchimie. Après tout, comme le dit Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Au vivant succédera toujours la mort, et à la mort succédera toujours le vivant. L'accessibilité. C'est la nouvelle section que j'ai décidé d'introduire à partir de cette vidéo. En y réfléchissant, il me semble important d'attribuer une note sur l'accessibilité d'une œuvre littéraire. Non pas pour rebuter ou encourager à lire tel ou tel livre, mais simplement pour donner une idée de la difficulté d'accessibilité de l'œuvre. Pour faire une comparaison avec l'univers vidéoludique, il ne viendrait à personne l'idée de conseiller Dark Souls ou encore Sekiro à quelqu'un qui commencerait à peine à s'intéresser aux jeux vidéo et qui aurait encore du mal à tout simplement contrôler ou orienter la caméra. Sans oublier l'univers et le lore extrêmement nébuleux propre à ses licences. Pour faire une autre comparaison, il ne serait pas raisonnable pour un débutant en musique de vouloir apprendre un rythme en double croche dès le début. Je vais donc essayer de mettre une note sur l'accessibilité de chaque œuvre pour les vidéos à venir. Bien évidemment, cela reste quelque chose de subjectif, et il se peut qu'une œuvre avec laquelle j'ai eu des difficultés de compréhension, d'immersion, soit un jeu d'enfant pour vous. Après tout, nous n'avons pas tous la même culture et la même sensibilité. Peut-être que telle œuvre sera d'une simplicité sans nom pour quelqu'un, alors que d'autres la considéreront comme extrêmement technique. Que tel roman sera considéré comme insignifiant par X, alors que pour Y, ce sera le livre l'ayant le plus marqué. Nul ne peut nier le fait que la sensibilité joue un rôle majeur dans l'accessibilité, du moins dans l'immersion d'une œuvre. Trêve de bavardage, revenons-en à nos sanguins. Mouton. Clairement, je ne conseillerais pas 100 ans de solitude à un nouveau lecteur. Tout simplement parce que bordel de merde que c'est compliqué de s'y retrouver dans cet arbre généalogique en forme de cercle. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Certains ont bien évidemment une importance moindre au récit, mais j'avoue que ça peut faire chauffer le crâne lorsque, à chaque page tournée, tu dois te remémorer qui est qui. J'ai eu un peu le même problème avec La Horde du Contrevent, de Alain Damasio, à vrai dire. C'est le genre de livre où je pense qu'il est bon de ne pas laisser trop d'intervalle entre les moments de lecture, afin de bien s'immerger dedans et de ne surtout pas trop perdre le fil dû à la grande diversité de personnages. Ainsi, je pense que j'attribuerai la note de 6 sur 10 en termes d'accessibilité à 100 ans de solitude. C'est assurément un grand livre, même si je dois admettre avoir été quelque peu perplexe pendant une bonne partie de celui-ci. Je ne voyais tout simplement pas où le roman voulait en venir avec cette famille Buendia qu'on suit sur 6 générations. Mais toi, tu veux quoi, toi? Ça partait beaucoup trop dans tous les sens pour moi, et le fait qu'il n'y ait pas de réelle trame me perturbait particulièrement. C'est seulement par un effort de réflexion, chose qui peut s'avérer parfois compliquée chez moi, que j'ai trouvé quel était l'intérêt de ce livre, et c'est alors que j'ai compris en quoi réside tout son génie. C'est qu'à l'instar de la vie, ce roman trouve son sens dans celui qu'on veut bien lui prêter, et une fois trouvé, tout devient soudainement plus clair.
Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je remercie ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et j'ai 2 petites annonces à faire. La première, c'est que j'ai décidé d'offrir mes livres. Si ça peut en motiver certains à se mettre à lire, je n'en serai que plus heureux. Donc la simple contrepartie, c'est de liker la vidéo et de la partager. Une simple capture d'écran envoyée par Insta, je mettrai mon Insta en description, suffira comme preuve, et l'envoi du livre sera à mes frais, bien évidemment. Autre information, la prochaine vidéo sera sur la saga du sorceleur, ou The Witcher, pour les anglophones. Je suis donc en train de lire les 8 livres d'affilée. Bon, y a pas tout, mais t'as capté, ça fait beaucoup. Tout en faisant un compte-rendu de ces derniers. Ça risque donc d'être un peu long, bien que ça passe comme du petit lait. Voilà, j'aime bien. J'aime bien.